C'est un Onguan qui est possédé par un roi que Jean-Claude Duvalier a fait venir au Palais National. On lui annonce que, en fait, la première grande faute qu'il a commise, c'est d'avoir épousé Michel Bennett. C'est-à-dire que c'était un mariage qui ne devait pas avoir lieu. Un mariage qui ne devait pas avoir lieu. Alors, effectivement, on pénètre dans la face mystique d'Haïti. On lui avait fait comprendre que sa mère incarnait la gardienne secrète de la Révolution et que tant qu'elle était vivante, il ne fallait pas qu'il prenne femme. Et là, ce Onguan qui fait toute une prédiction à Jean-Claude qui lui dit si vous ne partez pas, vous mourrez dans 21 jours. D'un arrêt cardiaque suite à un empoisonnement. Et c'est là, effectivement, que Jean-Claude Duvalier apprend qu'il n'a pas d'autre choix que de quitter le pouvoir. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'était quelqu'un de très mystique. Bonjour, bonsoir à tous. Savez-vous que Jean-Claude Duvalier avait l'habitude de consulter des Ongans? Alors, cette histoire nous est racontée dans ce fameux livre, Le secret de Baby Doc. Alors, pour en parler, j'ai invité Jean-Luc Divial-Hamlet, alias Diolo, auteur de ce livre. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Baby Doc, vous savez, pendant sa fin de règne, comment dire, il y avait des manifestations un peu partout dans le pays, il recevait du monde, il était sous pression. Parmi les gens qu'il recevait, qu'il consultait, il y avait aussi des Ongans. Et ces Ongans ont fait des prédictions et il s'avère que des choses se sont passées et ces choses-là ont rapport avec certaines de ces prédictions. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui est dans le livre, effectivement, parce que c'est pour ça que j'ai invité Diolo pour en parler. Il va nous raconter tout ça, les secrets de Baby Doc. C'est avec Diolo que je salue. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, mon très cher. Alors, donc, la première question que j'ai envie de vous poser, donc c'est par rapport à ces livres, etc. Comment vous est venue l'idée d'écrire un tel ouvrage sur Baby Doc? Comment ça m'est venu l'idée? Je crois que il y avait déjà une affinité avec Haïti depuis l'enfance, parce que mon père était menuisier ébéniste et dans la première génération des Haïtiens qui sont venus s'installer en Guadeloupe, il y a eu un musicien de grand orchestre haïtien qui était en tournée dans la Caraïbe, mais quand il est arrivé en Guadeloupe, il s'est caché, il n'a pas repris l'avion, il est resté en Guadeloupe. Et ce monsieur qui était l'employé de mon père est devenu un grand frère pour moi, un ami très cher, et c'est lui qui a commencé à me raconter, alors que j'avais peut-être 8-9 ans, il a commencé à me raconter Haïti. Je pense que ma relation à Haïti, c'était ça. Et puis, c'était une époque aussi où on nous balançait des produits français, mais sans se soucier de notre nature. Et ce sont les pacotilleuses haïtiennes qui faisaient le tour de la Caraïbe, qui nous amenaient des produits vraiment adaptés pour les cheveux, tout ça. Et il y avait une dame, justement, qui s'appelait Madame Armand, qui était très très proche de ma mère, parce que ma mère tenait une épicerie à la rue Raspail à Pointe-à-Pitre, devant l'usine d'Arboussier. Et quand Madame Armand arrivait, elle arrivait avec des produits, elle arrivait avec des vêtements, c'était des sacs énormes, et il y avait des jouets, il y avait tout ça. Et donc, ce lien avec Haïti commence à travers ces deux personnages. Ensuite, je dois dire que l'idée même du livre est venue d'une commande professionnelle. À l'époque, je suis secrétaire de rédaction d'un magazine qui n'existe plus en Guadeloupe, c'est un hebdomadaire qui s'appelait 7 Magazine. Et en tant que secrétaire de rédaction, le rédacteur en chef m'avait confié 2 pages où il m'avait demandé de faire d'exposer un peu l'actualité hebdomadaire dans la Caraïbe. Et donc, je glanais des informations sur tous les organes de presse de la Caraïbe. Et un jour, je tombe sur les prédictions faites à Duvalier avant son départ. Je me dis, mais c'est quoi cet article? Et c'était un article qui avait été publié par un magazine haïtien qui s'appelait, un hebdo, je crois, qui s'appelait Enquête. Et donc, je décide d'entrer en contact avec le journaliste en question. Et on commence à avoir un certain nombre d'échanges. Je lui pose des questions parce que j'ai besoin de contextualiser. Et je voyais toute la trame dramatique de cette histoire
se dessinaient sous mes yeux. Et j'avais décidé d'en faire une pièce de théâtre parce que dans mon esprit, il fallait écrire pour que le regard sur Haïti change. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait aussi écrire pour montrer qu'il faut avoir les yeux dans l'avenir. Et que l'exemple d'Haïti doit nous servir. Parce qu'il y a plein d'éléments qui sont révélés à travers tout cela, qui doivent nous questionner nous-mêmes sur notre propre destin. En tant que Guadeloupéens, en tant que Martiniquais, ça doit nous questionner aussi. Il y a des non-dits sur ce qu'est notre île, ce qu'elle renferme comme ressources. Et donc, mon souci, c'était ça. Mais d'abord, que le regard change et qu'on se prépare à voir les changements qui doivent arriver dans la Caraïbe et intervenir. Très bien. Alors, je dois vous dire, chers amis, que notre invité est guadeloupéen, donc c'est pour ça aussi que ça m'intéresse aussi, guadeloupéen, comment il est au courant de cette histoire. Donc, je pense que la première question que j'aurais dû vous poser, c'est comment vous êtes venu l'histoire de Baby Doll qui consultait un 16 janvier parce que il était sous pression, il devait partir, etc. Alors, effectivement, on peut se poser la question. Bon, je dois une précision. Hein. En fait, c'était vraiment la première fois qu'il le faisait de façon non officielle et qu'il le recevait. Hein. C'était pas une habitude chez lui, mais c'est un de ses proches, Théo Duval, qui était ambassadeur d'Haïti en Hollande, qui avait l'habitude d'amener les Européens démêler leurs affaires en Haïti, comme on dit chez nous, et qui connaissait les meilleurs et qui l'a persuadé que s'il rencontrait les personnes vraiment, les décideurs d'Haïti, s'il rencontrait le monde de l'entreprise, s'il représentait les grandes sommités religieuses, il ne pouvait pas faire l'impasse sur le vaudou, puisque en fait les grands initiés, ça fait partie du patrimoine du pays et ça aurait été une faute politique. Et je crois que c'est plutôt de guerre là qu'il avait accepté cette rencontre. Peut-être que à l'époque Théo Duval lui en parlait tellement qu'à un moment donné il lui a dit bon ben je vais les recevoir et tout. Et puis il a été vraiment surpris du résultat. Ouais. Théo Duval, on rappelle, c'était un ancien ambassadeur, c'est ça? C'était l'ancien ambassadeur d'Haïti en Hollande. Alors, c'était un proche de Duvalier. Je pense qu'à l'heure à l'orée de l'année 1986, il y a 40 ans de cela, il avait été rappelé auprès du président au Palais national. Je crois que c'est ça. Donc, c'est-à-dire que Duvalier rencontre comment dire, et c'est vaudouisant. Et la première chose dans votre livre qui est apparue, c'est que on lui annonce que il a fait la première faute, en fait la première grande faute qu'il a commise, c'est d'avoir épousé en fait Michel Bennett. C'est-à-dire que c'était un mariage qui ne devait pas avoir lieu. Un mariage qui ne devait pas avoir lieu. Alors effectivement, on pénètre dans la face mystique d'Haïti, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment la pensée symbolique africaine qui se manifeste en Haïti. C'est ça que j'ai trouvé de plus impressionnant, de voir comment ils ont su conserver certaines choses. Bon, ça reste du domaine du non manifesté, c'est-à-dire que c'est des choses qui se font vraiment de façon discrète. Mais j'étais impressionné parce que effectivement, on lui avait fait comprendre que sa mère incarnait la gardienne secrète de la Révolution et que tant qu'elle était vivante, il ne fallait pas qu'il prenne femme. Or, il a voulu passer outre. Ça prouve que lui, il était plus dans cette dynamique moderniste qu'on voyait à l'époque et mal lui en a pris. D'ailleurs, il est dit que la première dame elle faisait fausse couche sur fausse couche. Elle n'arrivait pas à donner un descendant au président. Et qu'il a fallu un peu faire un certain nombre de choses pour que, justement, elle ait la possibilité d'avoir des enfants. Mais elle avait déjà des enfants avant. Alors, je pense que pour la précision, pour la compréhension de ceux qui nous écoutent là, parce que cette histoire que vous racontez dans ce livre, en fait, c'est un jeune journaliste à Port-au-Prince qui l'a vécu. Parce que effectivement, il a appris que Jean-Claude Duvalier allait rencontrer des Hongans
au Palais National. Absolument. Et il est parti pour aller voir, parce que pour lui, c'était un scoop. Oui. Parce qu'il se demandait, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va aller chercher là, etc. Il voulait en faire quelque chose. Et là, c'est là qu'il a rencontré ce fameux Duval, qui était un proche du président. Et un de ses proches aussi, je crois. C'est ça. Et dans la salle où le président s'est enfermé avec Sehon Gan pendant des heures, il lui a dit, n'entrez pas, attendez, et je vais tout vous expliquer. Et c'est lui qui va raconter cette histoire, ce journaliste. Alors, ce journaliste en question, parce que là, je pense que c'est important de le dire pour ceux qui nous écoutent, parce que quand même, c'est pas un inconnu. Non, c'est pas un inconnu. C'est un journaliste qui existe encore en Haïti, qui vit encore, et que les gens, en fait, alors là, est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est ce journaliste-là? Quel rapport vous avez avec lui? Comment? Parce que c'est lui qui vous a raconté cette histoire et que vous avez mis dans ce livre, c'est ça? C'est exactement ça. Je suis entré en contact avec le journaliste et je lui ai posé un certain nombre de questions parce que moi, c'était quelque chose qui dépassait l'entendement et que j'avais besoin de comprendre. Et donc, il est entré dans des analyses numérologiques. Bon, c'est des choses que je ne maîtrisais pas, alors que c'est la science même des mandingues. Et donc, petit à petit, chemin faisant, j'ai commencé à comprendre. Et donc, on s'est un peu lié d'amitié aussi dès cet instant. Et puis, on s'appelle régulièrement. Et c'est lui qui m'a expliqué la chose et qui m'a expliqué aussi ce que lui-même avait vécu à l'époque. Et que à cette époque-là, il était jeune, donc il ne se nourrissait d'attache avec aucune chapelle, ni religieuse, ni autre chose. Et il a été un peu cueilli à froid par cette affaire parce que il s'est retrouvé avec un certain nombre d'informations et qu'il a dû vérifier au fil du temps, alors que les protagonistes même de l'histoire allaient faire le grand voyage au pays sans chapeau, les uns après les autres. Voilà. Et donc, c'était très, très impressionnant de voir ça, de voir comment ça s'est passé. Alors, je suis désolé, mais les gens... J'ai pas encore dit qui est. Si les gens vont nous demander, mais qui alors? Parce que là... Bon, alors, il s'agit d'un journaliste qui est très connu en Haïti, qui s'appelle Adi Jangardi, qui a même été ministre à un certain moment de la communication. Alors, c'est Adi Jangardi qui a vécu tout ça à Port-au-Prince pendant qu'il était jeune journaliste. Avant de revenir vraiment en détail sur cette question, il y a une partie dans le livre qui m'a interpellé, c'est quand vous expliquez que Duvalier lui-même, le père, Papa Doc, avait déjà un rapport particulier avec le vaudou parce que il avait fait un pacte. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il prend le pouvoir et comme il est très populaire, parce qu'il a été un médecin qui a été au service de la population à l'époque où les gens étaient très affectés par une maladie qu'on appelait le pian, il était très populaire auprès de la population parce qu'il y a beaucoup à qui il ne faisait pas payer les consultations. Il avait été un très proche et même ministre du président Estimé. Ouais. Et donc, quand il prend le pouvoir, il demande à la population de se rapprocher de Port-au-Prince et tout, mais il n'est pas tranquille. Les Américains vont chercher à déstabiliser son pouvoir. Et là, quand il ressort à la première salve, il se dit il faut qu'il fasse quelque chose. Si je veux conserver le pouvoir, il faut faire quelque chose. Et là, il va s'enticher de rentrer dans toutes les sociétés secrètes possibles et imaginables qui vont lui dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais il y a toujours un interdit. Et on lui a dit ok, vous aurez le pouvoir pour 57 ans, mais il aurait le pouvoir pour 57 ans. Oui, c'est-à-dire que c'est comme si on installe une dynastie, parce qu'après lui, quelqu'un doit, son successeur, membre de sa famille, doit lui succéder jusqu'à ce que les 57 ans durent, ça soit terminé, plus exactement. Mais on lui avait dit, il faut pas faire couler le sang. Et c'est le reproche qui lui est fait par le loi qui se manifeste, Orisha, qui se présente comme étant l'inspecteur général dans le monde des esprits, celui qui mesure le temps des mandats présidentiels et qui évalue les performances et qui lui dit oui, mais vous en avez fait tellement couler que même le sang a changé de couleur. Effectivement. La mer a changé de couleur. On va venir sur ce fameux loi, effectivement. Alors, donc, c'est-à-dire que si Papa Doc n'avait pas fait couler autant de sang, donc il serait resté 57 ans. Ben c'est ça qui était prévu, mais Orisha explique que
Si il est mort après 14 ans de pouvoir, c'est parce que justement c'est une forme de punition. Et que, comme le fils lui-même n'a pas suivi, enfin, moi je pense que le fils est plus otage de son père, parce qu'il y a des choses extraordinaires qu'on apprend. C'est que quand le père Duvalier, Papa Doc, apprend que son état de santé se dégrade, et donc il faut qu'il pense à un successeur, il fait une liste parmi ses plus proches, ses ministres, et le premier qu'il met en tête vient le supplier à genoux de l'enlever sur la liste. Ah. Donc, il se retrouve à un moment avec une espèce de vacance du pouvoir qui s'annonce et il faut trouver quelqu'un. Et donc, ses filles ne veulent pas et donc ça tombe sur le fils. Mais le fils, ça permet aussi à tous ceux qui sont ministres et tout ça de conserver leurs prérogatives. Donc, en fait, c'est ce qu'on apprend, parce que on a des Guadeloupéens qui étaient très amis avec Jean-Claude Duvalier, qui l'ont connu dans sa jeunesse et tout ça, qui disaient oui, mais c'était un gars, c'était un bon vivant, même qui aimait jouer au baby-foot et tout ça. Et le fait de se retrouver comme ça, avec une charge aussi écrasante, aussi jeune, 19 ans. Donc, il y a forcément des erreurs qui sont commises. Évidemment, parce que au début, c'était sa mère d'ailleurs qui en réalité gouvernait derrière. Mais bien sûr. Mais il y a des rites qui relèvent de la société politique africaine qui avait été posée. Par exemple, ils lui avaient pris la bague de son père qu'on lui avait passée au doigt. Et il a fait disparaître cette bague. Et oui, c'est vrai, il y a cette histoire. Voilà. Le fait que Jean-Claude n'avait pas gardé cette bague que son père lui avait donnée. Parce que c'est la continuité du pouvoir. D'accord. Et les évêques font ça aujourd'hui. Au Vatican, ils font ça. Quand un évêque ou un archevêque est nommé, souvent on lui donne à porter la bague soit d'un cardinal, soit d'un pape qui l'a précédé. Donc, ce sont des rites qui sont là depuis longtemps et qu'ils ont appliqués à la société en Haïti, la société politique en Haïti. Et donc, tout ceci, mis l'un dans l'autre, ont provoqué un désordre qui est arrivé à un certain moment à son paroxysme, et là, ce n'était plus tenable. Alors, juste une petite parenthèse, parce que vous en parlez dans votre livre, par rapport à l'origine de François Duvalier, parce qu'en Haïti, évidemment, on dit souvent, en fait, je pense que la thèse presque la plus répandue en Haïti, c'est que Duvalier serait d'origine martiniquaise. Et vous expliquez bien dans votre livre qu'il serait plutôt d'origine guadeloupéenne. Il serait, par exemple, ses ancêtres auraient été esclaves et vendus aux États-Unis, etc. Ah oui, non, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas qu'il soit d'origine guadeloupéenne. Ça parle d'une lointaine famille française, les deux Duvalier, et qui sont déjà, il y en a très tôt, il y a déjà un Jean-Claude de Duvalier et un François de Duvalier dès la France. Et on est quasiment au XVIIe siècle. Et ensuite, l'un d'entre eux, justement, va se lancer dans le commerce immonde de l'esclavage. C'est celui-là qui va prendre racine en Martinique. Et la particule de Duvalier va disparaître quand il va devoir, quand il aura... Parce que le problème des colonies, c'est qu'il manque des femmes. Donc, à un certain moment, il se retrouve aussi à faire des enfants avec des Africaines en esclavage. Et donc, de là, il va presque sur ses vieux jours reconnaître un Duvalier. Mais après, parmi ces enfants-là, il y en a un qui va se retrouver sur une habitation en Guadeloupe et il y a un autre qui va être expédié vers les États-Unis. Et celui-là, il va mener, parce que tous ceux qui se rebellaient contre le système, on les envoyait soit en Guadeloupe, soit en Martinique. Donc, quand il arrive aux États-Unis, il commence à semer un peu le trou parce qu'il commence à rassembler tout le monde pour mener la lutte contre l'esclavage dans la région où il a été affecté. Et donc, il décide de se débarrasser de lui. Et c'est comme ça qu'il se retrouve sur un bateau négrier, mais il s'échappe. Et comme il connaît déjà, les gens sont informés à l'époque, il parvient à toucher terre en Haïti et se faire et rejoindre l'armée. Et de fil en aiguille,
les différents descendants vont aboutir à celui justement qui va être le père adoptif en fait de François Duvalier, qui n'est pas un Duvalier. Il est reconnu Duvalier, mais c'est pas un Duvalier. Ah, voilà. D'accord. Le père, celui qui était juge. Duval-Duvalier. Duval-Duvalier, ah oui. Oui, okay. le reconnaît en tant que Duvalier, mais c'est pas un Duvalier. Mais il paraît que le jour où il naît, il y a eu un terrible orage et il paraît qu'il y a une femme qui dit celui-là, il va faire trembler, il va faire trembler le pays. Il a tremblé le pays. Hein. En effet, il a fait trembler le pays, il a fait trembler ses on peut dire que oui, effectivement. Ah, ouais. Alors, revenons à cette fameuse journée du 16 janvier. Oui. Là, en fait, on est quelques jours avant le départ de Baby Doc. 21 jours. Voilà. Alors, parmi les Hongans qu'il reçoit au Palais National, il y a eu on va dire des personnalités célèbres comme Max Beauvoir. Oui, exactement. Qui étaient parmi les Hongans qu'il oui, a reçus. absolument. Et là, vous racontez dans le livre que Michel Bennett est sceptique. Elle y croit pas. Elle croit pas dans toutes ces choses-là. Faut connaître les femmes. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour qu'on ne nous accuse pas de machistes. Alors. Non, les femmes ont une façon de gérer la chose. Ah, ok. Officiellement, personne n'y est. Ok. Officieusement, tout le monde y est. Voilà. Et c'est pourquoi je parle de l'heure africaine. Okay. Chez nous, on a ce conflit-là, parce que beaucoup sont fâchés avec deux mots, c'est Afrique et Haïti. Et donc, je dis toujours qu'il y a l'heure africaine. Officiellement, tout le monde est très pieux, on va dans les églises, on est protestants, on est catholiques, mais à 3 heures du matin, tout le monde sait quelle porte frapper. Ah. Donc, ça, c'est l'heure africaine. Okay. L'heure où les gens se souviennent quand même, il y a des rites par lesquels on arrive à démêler des affaires que ni un pasteur ni un prêtre ne peut régler. Voilà. Et donc, elle dit ça avec beaucoup de distance, mais c'est une discrétion toute féminine. Okay. Voilà. Et les invités au Palais National ont été plutôt embarrassés par sa présence parce qu'ils avaient l'impression qu'elle dominait un peu trop le président et qu'il n'avait pas la liberté de parole. Donc quand elle se retire pour aller rencontrer ses amis, à ce moment-là, ils se disent bon, mais maintenant on va pouvoir travailler. Voilà. Et c'est là effectivement que Jean-Claude Duvalier apprend qu'il n'a pas d'autre choix que de quitter le pouvoir. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est terrible. Mais on apprend des nouvelles parce que 40 ans après, on a d'autres témoignages issus de la première dame qui dit que le président, après les événements de Gonaïves qui s'étaient déroulés fin 1985, il avait décidé de partir. Et on s'aperçoit en fait qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui intrigue dans son dos, qui lui savonne la planche, mais il n'arrive pas à identifier qui. Et en réalité, et alors ça c'est pas dans le livre, c'est des découvertes ultérieures. En fait, le célèbre docteur René Lafontaine intriguait pour prendre le pouvoir. Et donc il fallait savonner la planche au président actuel. Je ne sais pas quel contact il avait parce qu'il vivait au Canada. Donc je ne sais pas quel contact il avait, quelle promesse il avait de la part de puissances étrangères. Mais il voulait absolument prendre le pouvoir. Et donc Duvalier a dû endosser aussi des choses qui relevaient de ses décisions, mais des choses aussi qui avaient été commises par des personnes infiltrées et qui avaient causé des dégâts, dont la mort de ces 3 jeunes, ces 3 jeunes écoliers. Et donc, il disait, on va encore me mettre ça sur le dos, il faut que je parte et tout. Mais en même temps, il avait un bon espoir qu'on l'aide à régler la situation, ramener la paix et conserver le pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a accepté de rencontrer les Hongans. Absolument. Donc, avec l'espoir de trouver une issue. Oui, parce que sa seule question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour conserver le pouvoir? Et la seule réponse qui sort à chaque fois, c'est vous devez partir. Ouais. Quand Bisla finit, dans 21 jours, vous êtes parti. Et là, ce Hongan, vous l'avez mentionné tout à l'heure, je crois qu'il vient de Léogane, qui est Cléophate Pierre. Léophate Pierre, oui. Effectivement, qui était possédé par ce fameux roi qui s'appelle Olisha, et qui fait toute une prédiction à Jean-Claude qui lui dit
si vous ne partez pas, vous mourrez dans 21 jours. Suite d'un arrêt cardiaque suite à d'un arrêt cardiaque suite à un empoisonnement. Et on lui dit, de toutes les manières, un jour vous mourrez d'un arrêt cardiaque suite à un empoisonnement. Mais c'est incroyable, ça. C'est extrêmement surprenant. Et il est mort vraiment d'un arrêt cardiaque. D'un arrêt cardiaque. On ne sait pas si c'est par empoisonnement. Ouais. Mais ça c'est vrai. On ne sait pas si c'est par empoisonnement. Bon, il est de bon ton qu'un président meure dans la dignité. On ne peut pas laisser courir toutes sortes d'informations. À quel niveau Jean-Claude Duvalier croyait vraiment à tout ça? Est-ce qu'il y croyait vraiment? Je ne pense pas, sans quoi il les aurait consultés. Et je pense que s'il y croyait vraiment, il y a plein d'erreurs mystiques qu'il n'aurait pas commises. Donc il y croyait pas. C'est dans un élan. Notamment le musée du Panthéon national. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas fait comme cela. Il aurait peut-être organisé des cérémonies pour demander l'autorisation de déplacer la dépouille des héros de la Révolution haïtienne et de les mettre dans un espace. Ah, c'est ce qui lui a été demandé? Ça lui a été reproché. Ah non, mais attends, alors il y a un truc que je comprends pas. Donc, il devait... Parmi les reproches qui ont été faits par Olisha, on lui dit que ça, il a déplacé, il aurait dû faire une cérémonie de pardon parce qu'il a déplacé sans demander l'autorisation. Il a déplacé les dépouilles parce qu'il a voulu un panthéon. Pour une nation, c'est très important de pouvoir honorer 24 heures sur 24 les grands héros d'une nation. Mais de la façon dont ça a été fait, on n'a pas respecté les règles. Et d'ailleurs, il avait nommé le général Prosper Avril directeur ou président du musée du Panthéon national, et ils avaient dit, mais il sera emprisonné à cause de ça. Et effectivement, Prosper Avril a été emprisonné à un moment donné. Donc voilà. Non, mais c'est une histoire vraiment sidérante. Je n'ai jamais vu, parce que généralement, on vous parle de Nostradamus. Mais c'est des gens qui relisent Nostradamus et après l'événement disent « Ah oui, mais finalement, je pense que Nostradamus avait annoncé telle chose. Généralement, les prédictions se font comme ça et souvent, ça ne se réalise pas forcément. Mais là, voir la précision où on lui dit, bon, après vous, il y aura un tel, après vous, il y aura un tel, après vous, il y aura un tel, mais souvent, tout le temps, par des phrases codées, moi, j'étais sidéré par cette affaire. Comment est-ce possible? Comment des gens peuvent avoir une telle précision? Quand ils disent, après vous, je ne peux rien faire pour vous, c'est décidé, c'est-à-dire dans l'invisible, on a déjà décidé que vous êtes parti. Voilà que Henri Christophe arrive du Nord pour vous remplacer. Et quand il remet le pouvoir à je ne vais pas dire une junte, c'est pas une junte, mais il y a un collectif parmi lesquels il y a des ecclésiastiques, il y a des militaires, il y a des politiques, il y a aussi des jeunes, une jeune femme et tout, parce qu'il faut que ça soit à l'image du pays. Et il remet tout cela aux mains du général Henri Namphy. Et c'est là où le journaliste va fouiller dans la généalogie de chacun pour découvrir en fait que le message qui était donné était codé. Parce que le véritable nom du général Namphy, c'est général Henri Christophe Namphy. Donc, et il était un jeune capitaine affecté dans les casernes du Nord. Donc, quand il arrive du Nord pour remplacer Duvalier, en fait, c'est le Henri Christophe en question. Et ce ne sont que des phrases énigmatiques comme ça pour annoncer les choses. Et c'est ça qui est sidérant. Donc, c'est fou parce que même Olisha, alors je rappelle... Olisha, je rappelle pour ceux qui nous écoutent là, c'est un loi, en fait, c'est un Ongan qui est possédé par un loi que Jean-Claude Duvalier a fait venir au Palais National parce qu'il était paniqué, il voulait consulter des Ongans aussi parce qu'il a consulté le secteur privé et certaines personnalités du pays et qui lui annonce tout ça. Et parmi ses prédictions également, on lui annonce aussi que à un moment donné, le pays sera dirigé par un danseur de carnaval. Ça m'a fait rire. Ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ce danseur, parce que je crois qu'au moment où la réunion se fait, Michel Joseph Martelly n'a pas encore véritablement commencé sa carrière musicale. En tout cas, c'est un grand inconnu. Parce que
même nous qui en Guadeloupe, il y a beaucoup de fanatiques de musique haïtienne, ben on a commencé à connaître Michel Martelly dans les années 91-92. Donc près de 6 ans plus tard. Et de voir qu'on lui dit, il y aura un jour à votre place, il y aura un danseur de carnaval. Donc c'est impressionnant. Mais est-ce que vous parlez encore avec Adi Jean-Gadi? Oui, on communique assez régulièrement parce que nous avons des projets ensemble et je trouve que c'est c'est un homme de valeur, un Haïtien de valeur et donc il mérite d'être un peu plus connu et puis c'est quelqu'un aussi nous avons un atelier de formation aux langues et nous avons eu l'occasion de faire des lives sur l'histoire de la Caraïbe. Il nous avait fait un cours justement sur la relation entre la Guadeloupe, la Martinique et Haïti à travers l'histoire, mais c'était vraiment extraordinaire. Mais est-ce qu'il y croit vraiment ou bien je sais pas. Je ne pense pas qu'il soit au stade de la croyance. Okay. Parce que ce qu'il a vérifié et comment il a vu les choses se dérouler, il est plutôt dans l'attente. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un fait, il dit voilà, nous sommes à tel stade des prophéties. Après, il y aura telle chose. Après, il y aura telle chose. Après, voilà, c'est ça. Mais on peut dire que c'est de la littérature, en fait. Je sais pas, mais c'est parce que c'est de la littérature active, on va dire. On peut dire ça parce que à un moment donné, le Olisha. Alors, il faut pas que je prononce mal le nom de cette entité et tout ça. Donc, à un moment donné, il annonce aussi que Haïti sera prospère. Donc, alors, il faut pas que je saute les étapes. Il y a aussi le tremblement de terre. Oui, absolument. Il avait annoncé que 24 ans après le départ de Baby Doc, il y aurait un tremblement de terre qui ferait 300 000 morts. Donc, Duvalier, quand il parle... En fait, le livre s'appelle Le secret de Baby Doc, prédiction et prophétie sur la perle des Antilles. Pourquoi? Parce que on lui fait toutes ces révélations, mais on lui dit de garder le secret, de garder le silence. Donc, quand il quitte Haïti pour aller en France, le plus lourd de ses bagages, c'est celui-là, parce c'est de l'immatériel, si vous voulez. Mais en même temps, c'est un lourd secret. C'est un très lourd secret, et il n'a pas le droit d'en parler. C'est ça, c'est ce que je trouvais un peu dramatique. Et à travers cette histoire, je voyais toute la dramaturgie de l'histoire. Et j'avais envie de faire en sorte que les lecteurs vivent ça de l'intérieur. La fin d'un cycle pour Haïti, mais qui annonce un nouveau cycle et un cycle qui va déboucher vers une prospérité. Alors, moi, comment je dirais, cette histoire a été révélée récemment. Par exemple, votre livre est écrit en 2020. Alors, si on se dit, est-ce qu'on peut pas se dire, qu'est-ce que vous répondriez quand même, ou bien à Adi Jean-Gadi aussi, à quelqu'un qui vous dirait, mais oui, mais étant donné que vous avez révélé tout ça après coup, on peut dire que une fois que vous avez vérifié que ça c'était vrai, etc. Donc, c'est une confirmation a posteriori. Rien ne dit que c'est des prophéties qui avaient été annoncées puisque vous l'avez pas annoncé avant. Oui, mais Bébé Doc, Jean-Claude Duvalier, devait garder le secret là-dessus. Mais le journaliste lui-même avait fait la promesse à Théo Duval de ne révéler cela que lorsque le président ne serait plus de ce monde. Ah, c'est compliqué. C'est-à-dire que là... Donc, le Jean-Claude Duvalier meurt, je me rappelle même plus la date, je m'excuse, mais c'est l'année suivante qu'il va publier. Ok. C'est l'année suivante qu'il va publier les prédictions dans son journal Enquête. D'accord. Donc c'est après coup. Est-ce qu'on peut pas, est-ce que c'est des choses qu'on peut vérifier auprès de ces victimes pour savoir vraiment si tout ça avait été su par une tierce personne qui pourrait confirmer que vraiment, oui, je sais pas, au début des années 80, il m'avait confié ça. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Mais il y a eu plusieurs personnes qui avaient eu cette information. Parce que déjà au Cap, il y avait un vieux Ougan qui s'appelait Toussaint et qui avait fait ce type de révélation. Quand le général Nanfi
à l'époque capitaine, prend ses fonctions au Cap, il y a ce vieux qui dit, écoutez-moi bien, c'est ce monsieur qui va raccompagner Duvalier. C'est ce monsieur qui va raccompagner Duvalier hors du pays. Et tout le monde se dit, ben, c'est bizarre. Mais quand il dit ça, Jean-Claude Duvalier n'est même pas encore président. Hein. C'est la fin du mandat écourté de Papa-Doc. Hein. Et il le dit déjà. Donc, on s'aperçoit en fait que Aimé Césaire avait dit qu'Haïti, c'était un peuple de peintres. Moi, j'ai envie de dire aussi un peuple de prophètes, parce qu'il y a tellement de choses. J'ai un camarade guadeloupéen qui était très, très lié avec certaines familles en Haïti. Et donc, il a eu l'occasion, quand il avait ses 16 ans, d'aller passer des vacances en Haïti. Et un jour, il y avait une vieille qui habitait juste à côté de la maison des amis de ses parents, là où il était hébergé, qui se met à pleurer. Et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez, madame? Il dit, mais petite à maman, encore voir que fait la geôle. C'est-à-dire, je vois que tu es en prison. Et en fait, il a été un peu sidéré par cela. Et effectivement, lui, dans sa jeunesse, il s'est engagé pour l'indépendance de la Guadeloupe et il a été arrêté. Il a passé un temps assez long en prison. Donc, ça veut dire que c'est pas l'apanage d'un seul groupe. Parce que en fait, ce Olisha, ce loi, avait des précédents. Ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Parce que c'est lui qui avait annoncé au président Roosevelt qu'il ferait 4 mandats. Ah bon? Olisha aussi, c'est un de Oui, parce qu'en fait, il était très proche d'un ambassadeur d'Haïti qui, après, je crois, va devenir président, si mes informations sont bonnes. Et il faisait un rêve récurrent. Et donc, un jour, cet ambassadeur lui dit, mais viens en Haïti, on va trancher la question. Et donc, il va vers le Cap et tout, et il va voir ce monsieur. Et la séance commence, et Olisha se manifeste. Et Olisha lui dit, ben voilà, voilà ce que signifie votre rêve. Et puis, il lui explique aussi que vous êtes appelé à devenir... vous êtes appelé à devenir le président qui aura le plus long mandat. En lui disant, ouais, je vais faire quelque chose pour vous qui ne s'est jamais fait auparavant chez vous et qui ne se fera plus après. Vous ferez 4 mandats. Il dit, mais c'est pas possible, la constitution de chez moi ne le permet pas. Il dit, vous ferez 4 mandats. Et effectivement, il a fait 4 mandats. Donc, je crois que la population est au fait de ces choses. Même si on n'ose pas se l'avouer, même si on se dit être dans les religions et tout ça, mais il y a un fond de nous-mêmes qui se manifeste. Voilà. Je comprends. Alors, j'ai une question sur Duvalier, mais par rapport à ce que vous venez de dire là, je vais rebondir là-dessus. Mais on sait, voilà, tous les Haïtiens, on va dire grosso modo, on sait que Duvalier, effectivement, avait tout autour de lui un certain nombre de mysticisme et tout ça, pratiquait un petit peu plus ou moins le vaudou. Papa-Doc. Le Papa-Doc. Papa-Doc s'en vantait d'ailleurs. C'est ça, pratiquait le vaudou. Peut-être qu'il était lié à des sociétés secrètes, vaudou et tout ça. Mais tout ça aussi, c'était une manière de mystifier le peuple. Parce Absolument, nous sommes d'accord. C'était aussi une manière de mystifier. De montrer que c'est le plus puissant des puissants. Voilà, c'est ça, parce que son parler un peu nasillarde, c'est sa façon de s'habiller. Déjà, le parler nasillarde est attribué à un rite par lequel il a reçu comme maître-tête un esprit qui, dès qu'on le reçoit, l'individu se met à parler dans le nez. Ah ouais. Voilà. Et donc, c'est un peu pour ça c'est à ça qu'on l'a lui attribué le fait de parler dans le nez. D'accord. Voilà. Donc c'était son cas. Donc c'était son cas. Ah, et oui. paraît-il aussi le cas de son fils. Donc qui lui avait de sérieux problèmes d'élocution. Oui, voilà. Le baby doc, ouais. Oui. Ouais. Donc on dit que ceux qui ont pour mettre tête ce loi-là parlent dans le nez. D'accord. Et on s'aperçoit du changement parce que à partir du moment
ils sont protégés et tout ça, mais ils parlent dans le nez. En tout cas, c'est ce qui est dit. D'accord, mais Duvalier, par contre, est-ce que c'était pas de la mise en scène, en fait, pour le père, en fait? Alors, je pense qu'il jouait un peu de la chose, mais c'était un peu un petit non plus. C'était quelqu'un de très mystique. Il faisait tout sur le chiffre numéro 22. Et le chiffre 22, c'est le chiffre des Mandingues. Parce que, déjà, quand on lit, par exemple, le témoignage d'Ogo Temeli, qui est un sage Dogon qui a eu 33 entretiens avec l'ethnologue Marcel Griol, ben, le chiffre 22 revient. 2 fois 22, ça fait 44, 44, ça fait 8. 8, c'est les 8 premiers ancêtres de l'humanité descendus à bord de l'arche. Et cette arche, c'est le placenta, l'œuf du monde. D'accord, c'est très intéressant ça. Alors, par contre, pour revenir un petit peu à Duvalier, si Duvalier croyait dans tout ça vraiment, il n'aurait pas eu besoin de faire usage de tant de violence. Je pense que, pour mon sentiment, il y a le vœu pieux et puis il y a aussi le déchaînement de colère. Le père Duvalier, Papa Doc, personne ne l'a vu venir. Un gentil docteur qui ouvre à peine la bouche et tout. Et puis subitement, quand il reçoit la première tentative de coup d'État, il se dit, ah bon, c'est comme ça. Et là, c'est un déchaînement de cruauté. Bon, vous avez raconté certains épisodes là-dessus, mais on est sidéré de voir comment quelqu'un peut se livrer à autant de cruauté. Surtout si la personne a eu un pacte où on lui a demandé justement de ne pas faire. Justement, donc, parce que Duvalier s'était engagé de ne pas utiliser de la violence. Il a perdu complètement le contrôle de lui-même. Parce que rien n'était plus important, selon l'analyse que je peux faire aujourd'hui, que pour lui que de garder le pouvoir. Et on voit que tous les hommes politiques sont marqués par cela. Hein. Quand ils entrent en fonction, leur premier souci, c'est de rester le plus longtemps ou d'évoluer au plus haut niveau. L'histoire raconte bien ici en France que Pompidou, quand il a été nommé Premier ministre, quand il a foulé pour la première fois les marches de l'Élysée, il s'est dit, il faut que j'y sois. Il faut que j'y sois. Ah oui. Et il a obtenu ce qu'il voulait. Donc vous voyez que ça marque la vie des hommes politiques, en tout cas dans le système occidental. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est passionnant. Alors, Olisha annonce aussi que, ça m'a interpellé, que effectivement, Haïti sera prospère un jour. Oui. Haïti sera prospère. C'est vrai que ça, on s'est dit, bon, si ces prophéties sont accomplies, on a envie d'y croire. Bien sûr qu'on a envie d'y croire. Mais qui n'aurait pas envie d'y croire pour se dire, bon, mais au moins, on aura tranché cette question de l'image misérabiliste qui est déversée sur Haïti. On en finira pour toujours. Seulement, les choses... ce que j'ai compris, il y a ce qui est annoncé et il y a le comportement des hommes parce que les choses sont dynamiques. Donc, quelque chose qui pourrait... Parce que dans l'invisible n'a pas besoin... il est complet. Donc, il n'a pas besoin de chronomètre, de montre, de calendrier. Donc, il n'a pas d'emprise sur le temps. Par contre, nous qui sommes dans une imperfection par rapport à tout cela, dans le monde matériel, on a besoin de repères chronologiques. Et donc, suivant que les êtres humains soient réceptifs ou pas à ce qui est dit, les choses se réalisent avec plus ou moins de rapidité. Mais si la chose est actée, elle se réalise. En tout cas, moi, ma plus première sidération, et je vous dirais que ce livre, il est sorti, c'est extraordinaire que vous me recevez aujourd'hui, parce que le livre, j'ai décidé de le publier le 22 mai 2020. Vous me recevez un 22 mai. Vous voyez, les choses, nous-mêmes, on est guidés par des choses qui nous dépassent. Ah ouais. Bon, en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que le livre paraît en 2020, et le lendemain où on apprend l'assassinat du président Jovenel,
j'ai beaucoup de messages qui arrivent sur mon téléphone, des appels téléphoniques où les gens me disent « Oui, mais tu as parlé des prophéties, mais tu n'as jamais dit que le président Jovenel Moïse se ferait assassiner. » Et là, je leur ai dit « Allez regarder ce qui est écrit à la page 132. » Je n'ai pas dit nommément un tel, parce que quand même, c'est beaucoup d'audace, il faut quand même beaucoup de pudeur. Mais j'ai expliqué le contexte, selon ce qui m'avait été rapporté, qui pourrait entraîner, à un moment donné, le décès d'un président de la République. Parce que il se réfère toujours au passé, des faits du passé qui se renouvellent, mais avec d'autres personnages qui s'avèrent être les descendants de ceux qui avaient vécu cette histoire. Et donc, on dit que le neveu de Toussaint Louverture avait eu une mauvaise attitude et qu'il avait été assassiné, enfin, il avait été exécuté. Et donc, Jovenel Moïse était vu aussi comme un descendant de ce neveu Moïse Louverture, et donc, comme lui s'était fait assassiner, comme un effet de vase communicant, il y avait aussi la menace sur lui. Ouais. Et donc, ça a surpris beaucoup de gens. Moi, j'ai été scié de voir ça. C'est comme on est en fait comme dans un mouvement un peu perpétuel. Donc des choses qui se répètent, c'est ça? Oui, parce que ils avaient expliqué à Jean-Claude Duvalier qu'en faisant son musée du Panthéon national, ça a été une faute mystique parce que c'était comme s'il avait déplacé les bornes mystiques qui protégeaient le pays et que de ce fait-là, il avait ouvert une porte où les morts avaient la possibilité de gouverner les vivants. Donc même si vous voyez, ça pose la question du déterminisme, parce que on croit pouvoir être maître de son destin et on s'aperçoit en fait que nous sommes les exécutants de plans précédents. Enfin, selon ce qu'on peut analyser de ces prophéties. Et donc, on lui a dit que ce sont les morts qui vont diriger les vivants. Et quand il a demandé, Théo Duval demande, mais des morts, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? On lui dit, mais ceux qui ont dirigé par le passé, ils vont revenir. D'ailleurs, c'est fini pour vous, monsieur Duvalier, parce que voilà déjà qu'Henri Christophe arrive du Nord pour vous remplacer. Mais après, on lui dit qu'il y a le général d'Avril qui va venir, le général Yayou qui va venir, et le général Yayou, on lui dit que c'est un prêtre. Mais Yayou, c'était un Ougan. Et donc un prêtre, et donc pour annoncer la venue de Jean-Bertrand Aristide. Mais avant ça, on lui dit qu'il y a une fille qui va arriver et qu'elle va sortir de son trou. Mais lui-même, il n'a pas compris le truc parce qu'on lui dit qu'il sort dans Touyo. Il sort dans Touyo. Donc il pense que c'est un trou. Et en fait, c'est Herta Pascal Trouillot. Et il n'y a que des correspondances comme ça, c'est hallucinant. Et quand à un moment donné, on lui dit que les cacos vont revenir. Les cacos vont revenir. Et les cacos, c'était des bandes. Et donc, ça correspond à la période que nous traversons actuellement. Mais que à un moment donné, ce phénomène va s'éteindre sur lui-même. Et après viendra Lysius Salomon Jeune, c'est-à-dire le président qui avait amené une très grande prospérité dans le pays à la fin du 19e siècle, qui reviendra et lui fera décoller Haïti et après tout ce qu'il pourra développer et lancer le développement véritable d'Haïti, Haïti deviendra une nation riche et prospère à tout jamais. Et on lui dit, les ressources du pays remonteront à la surface. C'est-à-dire que il faut comprendre aussi à travers cela qu'il y a des ressources d'Haïti qui ne sont même pas encore connues. Mais que certainement, aujourd'hui, il y a de jeunes Haïtiens qui ont fait des études d'ingénieurs un peu à travers le monde, et que cette ressource intellectuelle et technologique d'Haïti fera que on pourra prospecter et savoir vraiment tout ce qu'Haïti possède et que ça servira de fonds justement pour concourir au développement économique d'Haïti. Voilà. Donc c'est-à-dire que cette période de prospérité
En fait, comme on est là dans la période des cacos, entre guillemets, si je prends l'imagerie que vous avez utilisée, donc cette période de prospérité succédera à la période des cacos. C'est la prochaine période là. Oui, c'est celle qu'on attend. C'est celle qu'on attend. C'est la plus difficile parce que logiquement, il y aurait dû avoir des élections et le descendant de Lusius Salomon Jeune aurait dû être installé 40 ans après Duvalier cette année. D'accord. Mais comme je l'ai dit, quand les hommes sont réceptifs, les choses vont avec le rythme nécessaire. Quand ça traîne un peu, ça peut prendre du temps. Donc cette année, il n'y a pas eu d'élection. D'accord. Donc, chers amis, je rappelle que on navigue dans un monde, voilà, comment je pourrais expliquer ça, dans un monde, on n'est pas dans la politique pure là, mais on n'est pas très loin. Comme dirait une de mes connaissances, homme de radio, c'est un roman mystico-historique. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien, effectivement, parce qu'on navigue, on a l'impression qu'on est un petit peu dans un monde parallèle, mais tout ça, c'est bien raconté. Puis le livre est passionnant, c'est très agréable à lire aussi par rapport à tout ça. On a envie d'y croire quand on est plongé dans ce récit, est très passionnant. Bon, alors moi la dernière question que j'ai envie de vous poser est Diolo. Alors, quel est votre rapport personnel à tout ça, avec tout ce que vous nous racontez là? On a compris que vous êtes quelqu'un qui est très versé dans comment je pourrais dire, dans cet univers-là, effectivement, et que, quel rapport vous avez personnellement avec tout ça? Alors, moi, je suis un chercheur en linguistique et en égyptologie, et j'applique les méthodes de ces disciplines à une meilleure connaissance des civilisations qui ont émergé dans la Caraïbe, enfin aux Amériques et dans l'océan Indien, du fait de la traite négrière. Et donc, ceci est très intéressant parce que j'essaie de mettre en correspondance les savoirs anciens du continent avec, par exemple, ceux qu'on retrouve dans la Caraïbe et singulièrement Haïti, parce que ce qui m'intéresse, c'est de questionner la pensée symbolique. Je vais expliquer très rapidement. La pensée symbolique, ce sont l'ensemble des caractères cryptoculturels d'une civilisation qui se transmettent de génération en génération, comme l'ADN, c'est indélébile. Et donc, la culture se transmet comme cela. La langue se transmet comme cela. Le modèle culturel se transmet comme ça. Et donc, moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est ce travail de recherche, même si je l'ai écrit à la manière quasiment d'une fiction, à la manière d'une pièce de théâtre, parce que mon souci, c'était de provoquer l'immersion du lecteur dans un univers qui est vraiment décoiffant. Mais ce qui m'intéresse, c'est de continuer de questionner pour voir ce qui a perduré. Et je m'aperçois que ce sont les faits d'histoire qui permettent la plus ou moins grande préservation de la culture de nos ancêtres du continent dans nos territoires. Et le fait d'histoire concernant Haïti, c'est l'indépendance. Et d'avoir la possibilité de préserver sa culture de la domination des modèles étrangers. Et donc, en cela, culturellement, linguistiquement, Haïti est une mine d'or pour mieux comprendre qu'est-ce que notre langue, qu'est-ce que notre modèle culturel, et surtout tracer des perspectives d'avenir. Et à travers cet ouvrage, j'avais envie aussi que le lecteur se braque ses yeux plus vers l'avenir, qui est un avenir de prospérité, plutôt que de rester à contempler les dégâts causés par un monde occidental qui n'arrête pas d'agresser les nations de la Caraïbe, et de contempler avec mépris un misérabilisme orchestré. C'était ça. Donc c'est un domaine de recherche intéressant pour moi à ce niveau-là. Mais en plus, ça m'a questionné sur moi-même. Mm-hmm. Qu'est-ce que je suis venu faire? Suis-je la réincarnation de qui?
Qu'est-ce que je suis venu faire? Comment se fait-il que quelqu'un qui a commencé par le marketing, la publicité, la musique, le journalisme, se retrouve un chercheur qui un jour révèle que la langue dite créole, la langue que tout le monde appelle créole, n'est pas une langue simplifiée, n'est pas un mélange, mais c'est le dernier stade connu de la langue de la vallée du Nil, l'égyptien ancien. Chaque fois, je m'interroge, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Comment j'ai pu avoir ces informations-là? Et voilà. Donc, ça fait résonance parce que quand j'étudie la civilisation, comment on intronise les rois, et je retrouve, quand je lis l'histoire d'Haïti, je retrouve ce modèle culturel. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est ce qui rend le livre passionnant aussi, parce que là, on n'a pas une lecture, comment on dirait, purement politique ou historique, essayer de chercher à comprendre les éléments par l'histoire ou uniquement par la politique, mais prendre une hauteur de vue, effectivement, pour nous aider à comprendre une dimension beaucoup plus secrète. Merci Diolo d'avoir joué le jeu, de venir nous parler. C'est moi, c'est un honneur. De ces livres, merci beaucoup. Et puis voilà, je vous souhaite bon succès. Peut-être qu'on aura d'autres occasions de parler de d'autres domaines, de vos autres domaines de recherche, à savoir la linguistique, etc. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à Haïti Inter. Voilà. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Et j'espère que vous avez appris des choses. Voilà. À bientôt. Je vous donne rendez-vous bientôt, probablement, pour une autre émission. Au revoir. À bientôt.